Très bien, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être présent ce matin. Ces webinaires sont pour nous très intéressants, très enrichissants et on le verra encore avec des intervenants ce matin qui vont nous inspirer sur la démarche de, de lutte sur les productions. Donc, très heureuse. Je prends quelques minutes pour vous présenter le groupe AGP. Nous sommes intermédiaires entre les grands donneurs d'ordre et des petites sociétés, des fournisseurs. Donc, les services achats nous confient la gestion de ces panels fournisseurs qui ne peuvent pas suivre et ne peuvent pas suivre tout le monde. Donc, notre première mission, c'est le sourcing d'entreprises, leur qualification, le traitement des appels d'offres sur des segments différents. Donc là, on retrouve dans le groupe eProc Factory sur la partie marketing direct et puis Alliance Hightech sur la prestation intellectuelle. Donc, ça, c'est notre première offre sourcing. Et puis, derrière, nous accompagnons le client dans la gestion de ses affaires, donc le purchasing, ou également Système J, donc œuvre sur tout ce qui est biens, équipements, services, événementiels. Voilà, donc on accompagne les grands comptes, principalement mais également des ETI plus petites, mais qui ont beaucoup d'achats à traiter et souhaitent nous confier. Nous confier, on est facilitateur dans ces cas-là aussi pour les aider à structurer leur service achat. Voilà, donc historiquement, nous sommes membres de l'OPSAR et ravis de participer activement à toutes ces démarches qui ont été initiées il y a déjà bien longtemps. Nathalie Paillon pourra en reparler. Et donc ces webinaires que l'on fait de façon trimestrielle sont l'occasion de promouvoir les achats responsables. On est vraiment impliqués et on apprend toujours, on le voit aujourd'hui encore, on apprendra, mais on est vraiment très, très, très intéressé à participer à ce mouvement dans le suivi, la mise en conformité administrative, compliance, ce que l'on décrit là. La démarche RSE est pour nous importante dans le suivi de ce sourcing et de ce purchasing des fournisseurs. Donc, on accompagne à la fois les clients, mais également les fournisseurs dans cette démarche. Voilà, donc en gros, voilà, ça fait 20 ans qu'on travaille sur ces sujets, en même temps qu'on développe nos activités. On est maintenant un groupe solide, puisque ces 20 ans on voit, ont eu une belle croissance. 2020, l'acquisition de Système J, donc les biens et services, après la prestation intellectuelle. Et puis, ravi cette année d'accueillir iProc au sein du groupe. Et donc d'avoir une partie de l'équipe ce matin pour participer à cet événement. Donc, voilà, c'est ce groupe qui, vous le voyez, a des ambitions pour 2029. Nous sommes fixés des ambitions, des projets de développement et de le faire dans des bonnes conditions. Et la RSE est un pilier pour nous de ce développement. Voilà, donc je laisse la parole à Nathalie qui va vous parler de l'OPSAR et puis du sujet du jour. Merci Laurence. Merci. Nathalie, est-ce que tu nous as rejoint? Oui. Bonjour à tous. Alors, j'ai de l'écho, c'est super désagréable pour moi.
Est-ce que je suis la seule? Non, on t'entend en écho aussi. Ok. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, oui, c'est mieux. Et sans l'écho, c'est mieux. Oui. Alors, moi, je ne vous entends plus, mais voilà, on va faire comme ça. Bonjour à tous, merci beaucoup aux équipes d'AGP d'organiser cette matinale, cette nouvelle matinale sur le sujet de la corruption. Alors, juste un petit mot sur l'OPSAR. L'OPSAR, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2010 par des professionnels soucieux de diffuser les bonnes pratiques en matière d'achat responsable. C'est un espace d'échange, de réflexion, de partage. Et donc, on a le plaisir de travailler sur beaucoup de sujets autour des achats responsables. Et ce sujet de la corruption, on y a travaillé il y a quelques années et j'ai grand plaisir aujourd'hui à faire un petit bilan 10 ans après la promulgation de la loi Sapin 2 pour voir comment le sujet est mis en œuvre dans les entreprises. Alors, merci beaucoup Anne-Laure. Alors, quand on parle de corruption, mais en fait, c'est un sujet très, très ancien parce que, on en parle, je pense, depuis la nuit des temps, depuis quand le commerce existe. C'est reconnu comme une infraction depuis 1810, dans le Code pénal de 1810, donc c'est très, très ancien. Et la corruption, en fait, va viser tout comportement par lesquels, on va dire, sont sollicités, acceptés, voire reçus, voire tout simplement reçus, des offres, promesses, des cadeaux qui vont être proposés à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, voilà, en faveur d'un avantage particulier. Donc ça, c'est la définition de l'AFA, l'Agence française d'anticorruption. Transparency International va avoir une définition un peu plus directe et qui va donc définir la corruption comme un abus de pouvoir à des fins personnelles. La corruption a des formes très variées, avec parfois un gain financier pour la personne, mais pas uniquement. Et on note qu'il y a dans la corruption deux volets, une corruption passive et une corruption active. Donc, celui qui reçoit fait partie aussi du processus de corruption. Alors, les enjeux, en fait, sont très forts. Pourquoi? Parce que même si certains, selon les secteurs, on va dire, considèrent ces pratiques comme un petit peu banalisées, les effets destructeurs, en fait, sont multiples et sont souvent vraiment très dommageables. Si on regarde d'un point de vue des États, quand un État est corrompu ou qu'il y a de la corruption au sein de l'État, c'est un frein considérable à la gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des politiques publiques qui vont être mises en place, mais qui ne vont pas être aussi productives qu'escomptées. Pourquoi? Parce que les allocations de ressources vont être mal dirigées. Au lieu d'être dirigé vers l'intérêt général, on va se retrouver des ressources vers des intérêts privés. Donc, ça veut dire que les dépenses publiques vont être dilapidées et évidemment, donc ça ne va pas favoriser, par exemple, la création d'écoles ou d'hôpitaux, etc. Et donc, ça va entretenir les inégalités sociales, nourrir la pauvreté, et donc ça va éroder la confiance des citoyens envers leurs institutions. Et en fait, dans ces pays-là, quand il manque la confiance, on a moins de cohésion sociale et on va avoir une stabilité politique qui va s'effriter. Et donc, la démocratie va être en danger. Et la plupart du temps, d'ailleurs, les pays corrompus ne sont pas vraiment des démocraties. Au niveau des entreprises, alors les enjeux sont un petit peu différents, mais tout aussi importants. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, dans un environnement où on ne joue pas un jeu honnête dans les échanges, les règles de la concurrence vont être faussées. Les marchés ne sont plus attribués en fonction de la qualité
on va dire des qualités de l'entreprise ou de son offre, mais pour d'autres raisons. Et donc, au final, le marché va se détériorer, les conditions d'obtention des marchés vont se détériorer. Ça va évidemment avoir des conséquences sur l'innovation, sur la productivité, etc. Et en fait, donc on va avoir donc vraiment une baisse des éléments honnêtes, on va dire, du marché, des éléments objectifs qui permettent d'obtenir des affaires. Et en plus, ça va avoir une autre conséquence, c'est que les États légifèrent pour éviter la corruption et que les entreprises vont être confrontées à des risques de sanctions financières et aussi de perte de réputation. Donc, c'est pour cela que, donc, je viens de le dire, les États légifèrent parce que c'est vraiment considéré aujourd'hui comme la corruption comme un élément qui va aller contre finalement les règles du marché et de bonnes conditions d'échange de flux. Alors, au niveau international, eh bien, on a des pays qui vont se positionner sur de la réglementation. La première que vous connaissez tous, c'est la FCPA, la Foreign Corrupt Practices Act, qui était donc c'est une loi américaine extraterritoriale qui est très sévère. Qui en fait, donc ça veut dire quoi extraterritorial? Ça veut dire que l'État américain peut poursuivre des entreprises, mais aussi des individus qui auraient commis des actes de corruption, dans tout cas qui portent atteinte finalement aux intérêts américains. C'est une loi qui est très importante parce que l'État américain et en tout cas l'organe qui met en œuvre cette réglementation poursuit des grandes entreprises, évidemment, vous en doutez, pas tout à fait américaines, donc plutôt européennes, avec des amendes qui sont très, très importantes et qui peuvent aller pas jusqu'au milliard, mais pas loin. En tout cas, on a déjà eu des condamnations d'entreprises européennes. Alstom, par exemple, vous en avez peut-être entendu parler en 2019, de 772 millions de dollars. On a Siemens aussi, etc. Bon, donc ces lois anticorruption sont très importantes et aujourd'hui, depuis quelques décennies, vont avoir un impact sur, on va dire, les règles, les programmes anticorruption qui vont être mis en place dans les entreprises. Si on fait le point, alors là, vous avez le détail parce que évidemment, on ne va pas aller dans la lecture de toutes ces lois, mais si vous y êtes soumis, vous les connaissez. Et en tout cas, vous pourrez retrouver les éléments principaux qui y sont attachés. En France, on a une loi, la loi Sapin 2 depuis 2016, donc qui va permettre justement un petit peu de contrer ou d'amener les entreprises françaises qui n'étaient pas très, très fortes, on va dire, dans la lutte contre la corruption avant cette loi, en tout cas, qui n'était pas nécessairement forcée à mettre en place des plans. Tu peux avancer, Anne-Laure, s'il te plaît. Voilà. Encore, merci. Qui vont mettre en place, donc qui va obliger les entreprises à mettre en place des procédures, une méthodologie d'action afin de se prémunir contre les risques de corruption et qui va permettre aussi de mettre en place les programmes de formation, de sensibilisation, de formation et de lutte contre les risques de corruption. Pardon, j'y arrive pas ce matin, je suis un peu malade, pardon. Alors donc, aujourd'hui, on est à 10 ans de cette mise en place de la loi. Qu'est-ce qu'elle a amené, cette loi? Elle a amené un focus un peu plus particulier, je crois, d'attention sur le domaine des achats. Et donc à entraîner des programmes
d'évaluation à la fois donc, des organisations internes, achats, mais aussi des fournisseurs. Et je trouve très intéressant justement de faire le point aujourd'hui sur deux entreprises qui ont mis en place des plans d'action. Donc, Legrand et Orange, merci beaucoup pour vos témoignages à venir. Parce que, évidemment, cette loi a changé beaucoup de choses en France. Comme je vous disais, elle a permis de mettre de la méthodologie dans les pratiques. Voilà. Et donc, on va découvrir ces éléments-là avec vos deux témoignages. Voilà. Et donc, on va voir comment est-ce que la corruption va pouvoir être adressée dans les achats, donc au niveau de l'identification des risques et puis les dispositifs de prévention et de gestion qui vont être mis en œuvre, puisque ce sont les deux clés de la loi Sapin 2. Merci beaucoup, Nathalie, pour ces données qui reposent les bases. Je pense que c'est important pour tous. Et on a le plaisir maintenant d'écouter Monsieur Badoz, qui est directeur de la conformité d'Orange, sur le déploiement du programme de prévention de la corruption. Merci Anne-Laure. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous pour vous présenter un peu notre programme. Alors, le premier transparent, normalement, il y a des choses qui devraient s'afficher. Voilà. Bon, alors, nous sommes un opérateur de télécommunications, quelques chiffres importants. Nous sommes présents en France, bien évidemment, mais dans 9 pays d'Europe, 17 pays d'Afrique et au Moyen-Orient, avec 127 000 salariés dans le monde et 60 000 fournisseurs, plus de 60 000 fournisseurs dans le monde, donc un grand groupe présent dans des géographies complexes, d'autant plus qu'avec Orange Business, notre filiale de services aux grandes entreprises, ou notre réseau de câbles sous-marins, on a une présence mondiale, donc dans des pays où les enjeux de corruption sont encore plus intenses. La corruption, ça existe partout, hein. Il y en a en France, il y en a en Europe, mais c'est vrai qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus à risque de ce point de vue-là. Donc, l'enjeu pour nous est extrêmement important, vis-à-vis, ça a été rappelé, des sanctions possibles, mais également en termes de réputation, hein. Finalement, notre premier asset, c'est la marque Orange, qui est la 5e marque française, derrière les marques du luxe. Et évidemment, un problème de corruption, évidemment, atteindrait cette réputation. Alors, le transparent suivant, voilà, notre programme, on l'a mis en place progressivement à partir du début des années 2000, donc ça fait donc plus de 20 ans maintenant. Il repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la démarche éthique du groupe. C'est global. Notamment, ça recouvre la prévention des conflits d'intérêts, l'éthique de la relation client, puisqu'on a presque 300 millions de clients et c'est un enjeu énorme. Et puis, notre dispositif d'alerte qu'on a mis en place il y a 20 ans, donc bien avant la loi Sapin. Deuxième pilier, la prévention de la corruption. Corruption active, c'est-à-dire quand c'est quelqu'un de l'entreprise qui va payer, donner un avantage à quelqu'un pour obtenir un contrat, un avantage ou autre. Corruption passive, c'est au contraire quand des salariés se font payer ou extorquent de la part de fournisseurs. Et puis les paiements de facilitation, c'est entre guillemets les petits paiements pour obtenir plus rapidement des décisions. Et tout ça, c'est de la corruption et c'est quelque chose que l'on doit absolument prévenir. Troisième volet, ce sont les sanctions économiques ou embargos. C'est quelque chose d'important compte tenu de notre périmètre géographique. Et l'enjeu associé aux sanctions, il a fortement augmenté depuis la guerre en Ukraine. Donc, c'est un enjeu majeur pour nous. Voilà, ces 3 piliers. Maintenant, je vais me concentrer sur la partie prévention de la corruption, qui est le sujet du jour, donc dans le transparent suivant. Alors, souvent, dans ces programmes, les gens montrent ce qu'on appelle la roue de la compliance, parce que finalement, c'est une sorte de démarche qualité, hein, pour prévenir ces risques, hein, avec des briques de base. Pour nous, on en a identifié 6. La première, c'est donner le ton. C'est absolument essentiel. C'est vraiment l'engagement
du sommet de l'entreprise sur la tolérance zéro vis-à-vis de la corruption. Et ce message-là doit être cascadé et renouvelé à tous les niveaux. C'est essentiel, c'est vraiment la base. Si vraiment la direction d'entreprise n'est pas sérieuse sur la prévention de la corruption, le programme risque d'être plus un programme de façade qu'un programme réel. Donc c'est vraiment, je dirais, un prérequis. Deuxième étape, c'est la gouvernance. La gouvernance, c'est l'organisation et les ressources adéquates pour mettre en œuvre le programme, parce qu'effectivement, il faut des ressources et puis il faut effectivement la bonne organisation, la bonne gouvernance pour que ces sujets soient portés au bon niveau et au plus haut niveau en l'occurrence. Et puis après, dans le programme proprement dit, c'est l'étape par laquelle on commence, c'est l'analyse des risques. Il faut connaître ces risques. Où est-ce que je suis à risque et quels sont les cas de corruption auxquels je pourrais être soumis pour construire à partir de là les plans d'action, les plans de rémédiation qui vont être un ensemble d'une part de politiques et puis de procédures, de mécanismes mis en place pour prévenir ces risques. Et puis deux éléments clés, c'est la sensibilisation de l'ensemble des salariés à la corruption, parce que ça peut potentiellement toucher tout le monde, et plus spécifiquement de la formation pour les personnes qui vont être soumises à ces risques de corruption, où il faut vraiment les former, les aider à reconnaître les cas de corruption pour avoir les bons réflexes. Et puis derrière, il faut mettre en place un certain nombre de contrôles pour s'assurer que le programme est bien en place et en place partout où il doit l'être, et que ce programme est efficace. Et puis, on recommence cette roue de la compliance comme dans tout bon programme de qualité, je veux dire. Alors, c'est très beau, c'est la théorie. Maintenant, pratiquement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait si on reprend donc cette roue de la compliance, ce qu'on peut faire, et ce que l'on fait, c'est donner le ton, c'est vraiment affirmer un engagement de tolérance zéro à la corruption qui doit être porté, signé par la direction générale, le sommet de l'entreprise, et une entreprise comme Orange, avec des présences très fortes dans un certain nombre de pays, renouvelée au niveau des pays, parce que la direction générale est un petit peu loin quand on est au Burkina Faso ou au Sénégal, alors que le patron pays, lui, il est connu. Donc il faut que ça soit renouvelé, engagement de tolérance zéro. Et derrière, ça veut dire que on met les actes en accord avec cet engagement et qu'effectivement, en cas de corruption, on agit en fonction de cette tolérance zéro. Après, ce qui, pour aller plus loin et renouveler, pour mieux l'incarner, ça peut être une journée dans l'année à l'anticorruption. Donc chez Orange, on a mis en place, il y a 12 ans maintenant, ce qu'on appelle nos Ethics et Compliance Day. Donc c'est un événement qui a lieu au siège du groupe, mais également dans tous les pays ou les divisions, avec des animations, des interventions, des débats. Alors ça prend des formes très variées selon les pays. Et c'est devenu maintenant un peu une tradition. Et ça permet de renouveler cet engagement. Donc chez Orange, il aura lieu la semaine prochaine, 2 après-midi, le 1er et le 2 octobre, avec au siège du groupe. Ça sera lancé par Christelle Heidmann, notre directrice générale, avec intervention d'experts externes et internes, diffusé en direct dans tous les pays et entités du groupe qui vont pouvoir le relayer et puis l'assortir d'interventions locales. Donc ça permet vraiment d'affirmer c'est important, et ça soutient aussi les équipes qui mettent en place, qui déploient le programme, et ça c'est essentiel que vous ayez vous aussi, à tout le moins, un interlocuteur dédié. C'est pas nécessairement à temps plein, c'est adapté selon évidemment la taille de l'entreprise, mais quelqu'un qui soit effectivement connu, légitime pour porter cette mission, et que cette mission soit effectivement formalisée. Chez Orange, c'est effectivement, je dirais, moi qui l'incarne au niveau du groupe. J'ai une petite équipe de 7 personnes au niveau du siège, mais je m'appuie sur un réseau de directeur de la conformité ou de Chief Compliance Officer, en bon franglais,
dans les pays, dans les entités, et eux-mêmes peuvent avoir un réseau lorsque c'est nécessaire dans les différents pays où nous sommes présents. Et ça, c'est important. Et puis la gouvernance, c'est effectivement la bonne comitologie pour que les sujets importants soient remontés au bon niveau, soient en visibilité de la direction générale quand il y a un problème ou quand il y a des enjeux importants. Après, troisième volet, l'analyse des risques. Donc ça, c'est essentiel pour connaître les risques. Si vous partez de zéro, ben, comment faire? Alors, soit effectivement, vous prenez des consultants externes qui vont vous aider dans cette démarche, mais ça peut être un petit peu coûteux. Sinon, la première démarche, c'est que l'interlocuteur, votre responsable de la conformité, votre directeur de la conformité, va effectivement faire un petit peu une préanalyse pour voir où pourraient être les risques et prendre son bâton de pèlerin, faire un certain nombre d'interviews en interne auprès des acteurs des achats, auprès de la direction commerciale, auprès de la direction financière, parce que c'est effectivement les flux, auprès des ressources humaines, parce que souvent, effectivement, la corruption, ça peut passer par des recrutements favorisés ou recommandés pour commencer à établir cette cartographie, une première visibilité des risques auxquels l'entreprise est fournie, et puis progressivement progresser en fonction de l'expérience. Deuxième possibilité, c'est effectivement de travailler par des scénarios de risque. Vous avez des scénarios, ce qu'on a fait chez Orange, et je reviendrai un peu plus précisément dessus, comment on va identifier ces scénarios, les évaluer localement et les positionner sur une cartographie des risques, sur une heatmap que je présenterai tout à l'heure. Après, la phase politique et procédure. Donc là aussi, c'est important de mettre en place une politique anticorruption. Alors, si vous êtes soumis à Sapin 2, là, c'est effectivement une obligation, c'est ce que la loi appelle un code de conduite qui va définir ce qui est interdit dans l'entreprise, les pratiques recommandées. Donc ça, c'était son politique anticorruption. Il est important aussi de penser à tout ce qui est cadeaux et invitations. Cadeaux et invitations, ça fait partie de la vie des affaires, mais on voit bien qu'on est dans une zone grise. Parce qu'il peut y avoir cadeaux et cadeaux, ça peut être une invitation au repas, une réunion technique, on va manger, ou ça peut être des choses qui vont un petit peu plus loin. C'est essentiel de bien cadrer ça, de le faire connaître, de le faire respecter et de donner l'exemple, parce qu'évidemment, l'exemple, surtout sur ces sujets-là, vient du haut et c'est important de bien cadrer. On peut faire des cadeaux, on peut faire des invitations. Orange, par exemple, était sponsor, un des gros sponsors et l'opérateur technique des JO Paris 2024. Dans ce cadre de ce partenariat, on avait un certain nombre d'invitations à des événements et donc une partie ont été destinées à des salariés, mais une partie faisait partie de la politique de relations publiques. Donc ça, c'était très encadré, bien identifié, et on vérifiait qu'on n'était pas dans des périodes sensibles, qu'on n'était pas de type appel d'offres ou renouvellement, et que tout cela était bien géré et en visibilité, en accord avec le management. Enfin, le troisième volet qui est obligatoire à peu près partout, c'est donc un dispositif d'alerte qui permet aux acteurs internes ou externes de faire remonter leurs préoccupations. Donc, là aussi, c'est important. Donc, je gère le dispositif d'alerte du groupe Orange depuis 10 ans. Alors, assez classiquement, dans un dispositif d'alerte, on reçoit des choses qui ne sont pas pertinentes, c'est-à-dire que, par exemple, chez Orange, la première cause d'alerte qu'on reçoit, c'est des réclamations clients. Effectivement, peut-être que on n'a pas été excellent à tous les coups, mais un problème client, c'est pour le service client, c'est pas pour le dispositif d'alerte. Mais on a quand même un certain nombre d'alertes, effectivement, qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur et qui nous ont permis de détecter effectivement des fraudes. Alors c'était plutôt de l'ordre de la fraude, quelques cas de corruption passive, c'est-à-dire des salariés qui se faisaient
payaient ou qui extorquaient des fournisseurs. Et ça, Orange n'a pas vraiment moyen de le savoir, sauf si le fournisseur le dénonce. Ce qui arrivait et ce qui nous a permis, évidemment, là, de prendre les sanctions. Et la sanction était directe, c'est la porte et c'est plainte au pénal, évidemment. Voilà, dispositif d'alerte, donc c'est un volet essentiel. Et puis, autre point, ça c'est plus coûteux en ressources et en expertise, mais c'est requis par la loi Sapin 2, donc pour les entreprises qui y sont soumises, c'est l'évaluation des tiers. Il faut faire une évaluation du risque posé par les différents parties prenantes de l'entreprise, les fournisseurs, éventuellement les clients, les partenaires, les intermédiaires. Et donc, il faut une méthodologie, il faut aussi quelque chose qui soit basé sur les risques, qui soit en lien avec votre analyse des risques, parce que chez Orange, on ne va pas faire une évaluation de nos 60 000 fournisseurs. Ce n'est pas possible, c'est déraisonnable, c'est trop coûteux. Donc, il faut avoir, issu de l'analyse des risques, quels sont les fournisseurs qui sont à risque, quels sont les partenaires qui sont à risque, et c'est eux que je vais élaborer, que je vais évaluer. Et puis, je recommande également, c'est d'avoir une démarche pour la prévention des conflits d'intérêts. Ça, c'est important. Les conflits d'intérêts, c'est une grise aussi, parce que c'est quoi un conflit d'intérêts? C'est quand mes intérêts, mon activité, mon environnement personnel va être en interférence avec l'activité d'Orange. J'ai des intérêts où je contrôle une entreprise qui est un fournisseur d'Orange. Là, il y a un vrai risque. Donc ça, il faut que je le déclare à Orange. Parce que si en plus, c'est moi qui suis le décideur sur le contrat avec cette entreprise, là, c'est plus un conflit d'intérêt, enfin, c'est un conflit d'intérêt avéré. Et là, ça pose clairement des problèmes. Donc ce sujet-là est également important. Donc on a mis sur Orange une démarche de déclaration par les salariés de leurs éventuels conflits d'intérêts. On ne les aura pas tous en visibilité, mais au moins ça permet de faire une démarche. Ensuite, la formation, c'est clé. Donc aujourd'hui, il existe des tas de formations assez bien faites en e-learning, disponibles certaines d'ailleurs gratuites, et c'est important voilà, de former, de sensibiliser vos salariés, parce que la corruption, ça existe. Et puis l'étape d'après, Advance, c'est évidemment de faire des formations en présentiel, ça permet beaucoup plus d'échanges, ça permet aussi de libérer la parole. On apprend beaucoup de choses, hein, je passe beaucoup de temps sur le terrain et on apprend beaucoup de choses sur voilà, les scénarios, les risques locaux auxquels on fait face. Et puis, dispositif de contrôle, donc c'est aussi bien du contrôle interne, il faut avoir des points de contrôle qui nous permettent voilà, d'identifier est-ce qu'on a bien les procédures de séparation des tâches, est-ce qu'on a bien un certain nombre d'éléments, des contrôles comptables, parce que ce qui dit corruption, en tout cas corruption active, ça veut dire qu'il va y avoir de l'argent ou des ressources qui vont sortir de l'entreprise de manière non éthique. Donc, des contrôles comptables vont peut-être permettre d'identifier ces flux. Et puis également, un certain nombre d'audits. On a un service d'audit interne qui fait des audits sur toutes sortes de sujets, techniques, ressources humaines, stratégiques, mais également qui vient auditer soit des processus à risque, soit carrément aussi notre programme de conformité. C'est important d'avoir un regard extérieur, indépendant, qui va regarder ce qu'on fait et s'assurer que c'est cohérent par rapport à notre politique, que c'est efficace et que c'est déployé. Alors, j'ai encore quelques minutes vous donner voilà, un exemple sur l'analyse des risques de corruption. Alors, chez Orange, comment on fait? C'est un exercice que l'on revoit chaque année, mais avec un gros investissement qu'on a fait l'an dernier, où on a identifié, alors, pour vous dire, voilà, c'est suite à un contrôle de l'AFA qui avait estimé que notre méthodologie n'était pas, en fait, on n'avait pas retenu la méthodologie de l'AFA, parce qu'on a une méthodologie qui est ancienne, hein, ça fait 15 ans qu'on fait ça, mais l'AFA voulait qu'on suive sa méthodologie, donc
le régulateur. Parfois, on n'est pas d'accord, mais in fine, c'est lui qui a raison. Donc, on a pris une méthodologie qui est la méthodologie de l'AFA à base de scénarios de risque. Donc, on a identifié sur l'ensemble des processus de l'entreprise, hein, les achats, les ventes, les relations avec les autorités publiques, tout ce qui est domaine financier. Un domaine à risque, c'est image et influence, réputation. Les fusions-acquisitions. Chez Orange, on achète beaucoup d'entreprises, parfois on vend aussi certaines parties, et là c'est le risque maximum, puisque quand vous achetez une entreprise, bah, vous achetez des éventuelles turpitudes avec, et parfois vous avez de très mauvaises surprises. Et puis processus RH. Donc à l'échelle du groupe, on avait identifié une trentaine de scénarios qui se sont étendus à 33 après tous ces travaux dans les différentes divisions pour que chaque entité, chaque pays se saisisse de ces scénarios, identifie ceux qui sont pertinents pour son activité, parce que certains peuvent ne pas l'être, et puis ce qui sont adaptés, qui localisent ces scénarios et qui après vont, par un processus d'abord individuel, puis après de convergence entre le management et les experts, évaluer en termes d'impact. Est-ce que l'impact est fort, très fort, voire catastrophique ou très faible, et la probabilité d'occurrence, est-ce que ça peut arriver facilement ou rarement. Alors, évidemment, on n'est pas dans une science exacte à la troisième décimale, mais ce travail d'évaluation individuelle puis collectif au niveau de l'entité permet, voilà, pour l'entité, de positionner les différents risques et avec le code couleur assez parlant. Et derrière, cette hiérarchisation des scénarios de risque permet de dire, ben voilà, est-ce que je suis tranquille avec ce positionnement ou si j'ai des risques qui sont dans le rouge, non, c'est trop risqué. Et donc, il faut que je mette en œuvre un plan d'action pour réduire ce risque. Ça peut être réduire l'impact. Si jamais il se produit, ben, ça soit moins grave parce que j'ai mis en œuvre des mesures de remédiation, ou travailler surtout sur la probabilité pour faire en sorte que voilà, l'occurrence de ce risque soit extrêmement rare parce que j'ai formé les personnes, j'ai mis en place des contrôles, des séparations des tâches qui font que voilà, c'est pas possible de se retrouver dans cette situation. Donc ça, c'est important. Il faut faire cette démarche, il faut connaître ces risques, mais une cartographie, c'est pas juste pour avoir un beau papier, une belle heatmap avec des tas de points dessus, c'est pour mettre en œuvre des plans d'action qui vont permettre de réduire des risques. Et puis derrière, il faut revisiter l'année d'après. Voilà, les plans d'action, est-ce que l'environnement a changé? Est-ce que les plans d'action étaient efficaces? Est-ce que ça baisse? Voilà, très rapidement maintenant. Alors, c'est juste quelques exemples qui sont disponibles en ligne sur le site orange.com que vous pourrez retrouver. Donc, on a notre charte de déontologie. Le tone at the top, elle est signée et préfacée par le président de notre conseil d'administration, Jacques Hachem-Broy, et notre directrice générale, Christelle Heidemann, qui, voilà, sur notre charte de théologie, l'éthique du groupe. Le transparent suivant, c'est notre politique anticorruption, pareil, préfacé et signé par donc notre direction générale. Donc la politique anticorruption qui fait office de code de conduite au sens de la loi Sapin 2, donc c'est quelque chose d'assez court, assez clair, parce que c'est les principes généraux et qui doivent, selon la Sapin 2, être annexés au règlement intérieur, c'est-à-dire que ça doit passer dans toutes les instances représentatives du personnel à l'échelle d'Orange. Ce passage dans l'ensemble des instances représentatives est assez lourd, donc on l'a fait une fois et on ne va pas le modifier très très souvent. Et on a, ce qu'on pourrait dire un peu les décrets d'application, c'est les principes directeurs. Tous ces documents sont en ligne, vous pourrez aller voir, les principes directeurs qui détaillent la façon dont on met en œuvre les principes de la politique. On a également des principes directeurs sur les conflits d'intérêts, si vous voulez, voilà, eux aussi sont en ligne. Si vous regardez, je ne dis pas que ce qu'on a fait est parfait, mais ça peut vous donner des idées sur voilà, ce qu'il faut mettre en œuvre ou pas. Voilà, et je crois qu'on arrive maintenant à oui, notre dispositif d'alerte interne.
Voilà ce que je mentionnais. Donc, c'est une plateforme accessible sur le web qui sert aussi bien pour la partie prévention de la corruption et plus généralement manquement à l'éthique et puis violation de la loi, mais également aux enjeux de devoir de vigilance, donc atteinte à l'environnement, aux droits humains et puis à la santé et la sécurité. Volumétrie, 450 messages, voilà, on en a seuls 20% qui arrivent, qui sont vraiment du domaine corruption, éthique, violation, et puis on a des réclamations clients, des non pertinents, des sujets RH internes où les salariés voilà, disent bah non, ma part variable, voilà, mais ce n'est pas l'objet. Le harcèlement, en revanche, ça c'est important, c'est quelque chose d'important et là il faut réagir, et puis autres qui ne sont pas non plus pertinents. Donc, voilà, et enfin, je crois, voilà, en conclusion, donc c'est un enjeu majeur, ce sont des risques croissants, et face à ça, bah, il faut avoir un programme qui soit structuré avec les bons plans d'action. Alors, ça c'est pour sécuriser, protéger l'entreprise. Bon, effectivement, on peut faire peur avec la conformité, euh, et il le faut un petit peu, mais on ne va pas mobiliser sur la durée, juste par la peur et la crainte du gendarme. En revanche, fondamentalement, je crois qu'on construit aussi ce que j'appelle notre avantage compétitif éthique, qui permet sur la durée justement de renforcer la marque, renforcer l'image et nous différencier. Juste pour un exemple, c'est des pays très compliqués. Effectivement, il nous arrive de perdre des contrats, des marchés sur le B2B, parce que nos compétiteurs ne jouent pas avec les mêmes règles de ce point de vue-là. Mais bon, voilà, on l'assume, parce que zéro tolérance, c'est zéro tolérance. En revanche, il y a certains contrats qu'on a gagnés parce qu'on a un problème d'éthique, parce qu'on est un acteur de référence, parce que les entreprises nous font confiance. On peut démontrer qu'on est une entreprise qui voilà, lutte contre la corruption. Et ça commence à faire la différence. Et je pense que sur la durée, voilà, c'est un sujet absolument essentiel. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, c'était très clair. Et merci aussi pour le partage des liens qu'on s'empressera d'aller regarder pour inspiration également. Ce que je vous propose pour pouvoir retenir le timing du webinaire et avoir le temps d'écouter aussi tranquillement Madame Verger, c'est qu'on prendra toutes les questions à la fin. Néanmoins, s'il y a déjà des questions qui vous viennent en tête, notez-les dans le chat, comme ça on pourra échanger également en fin de webinaire. Et donc tout de suite, je laisse la parole à Madame Gaëlle Verger, qui est responsable risque et compliance au sein de l'entreprise Legrand. Madame Bonjour Verger. À toutes et à toutes, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, c'est parfait. Alors, tout d'abord, je tenais vraiment à remercier Nathalie et Pierre-Antoine pour leur intervention parce qu'ils ont, pour moi, parfaitement résumé le contexte. On a d'abord eu la partie vraiment théorique, réglementaire, et ensuite comment est mis en place un programme compliance dans un grand groupe. Donc, là, je dois dire, c'est vraiment parfait et ça va vraiment compléter notre intervention et je dirais les outils pratiques que je vais vous montrer par la suite. Anne-Laure, est-ce que vous pouvez dérouler le slide? Donc, allez-y encore. Donc, simplement, je vais resituer le contexte. Donc, moi, je suis Gaëlle Verger. Je suis en charge des process, du risque et de la compliance au sein des achats du groupe Legrand. Donc, c'est moi qui vais être en charge de veiller à ce que le programme compliance soit bien déployé au niveau des achats groupes. Donc, Legrand, pour ceux qui ne connaissent pas, on est vraiment le spécialiste des infrastructures électriques et numériques dans le monde. On a 38 000 employés, un chiffre d'affaires d'à peu près 8,6 milliards d'euros par an. On est présent dans plus de 90 pays. On a 115 sites de production. On a aussi des sites de distribution dans 170 pays. Et surtout, on a des ambitions CSR depuis très longtemps dans le groupe avec des objectifs très ambitieux. Anne-Laure, je veux bien que vous passiez au slide suivant. Merci. Donc, globalement, quels sont les enjeux?
au sein du groupe Legrand, on a à peu près, les achats, ça représente à peu près 47% des ventes du groupe. Et on a 18% de nos émissions de CO2 qui sont relatifs aux biens et services achetés. Comme je vous le disais, Legrand, c'est vraiment un groupe qui est très, très engagé en termes de RSE. Et donc, par exemple, on est classé A au niveau de la certification CDP, on est Gold en termes d'EcoVadis. On est également labellisé RFR, donc Relations fournisseurs achats responsables, et les achats groupes ont également la certification qualité ISO 9001. Donc, c'est vraiment un engagement très fort du groupe. Vous pouvez passer à Nord encore. Donc, globalement, c'est ce que je vous disais, on est engagé depuis longtemps sur les thématiques RSE. Là, en 2025-2027, on est sur notre 6e feuille de route RSE. Donc, globalement, on a 5 engagements forts. Le premier, ça va être promouvoir la diversité et l'inclusion. Donc, ça va être essentiellement, beaucoup de mettre des femmes en position de top management, par exemple, entre autres. Aussi, on a des engagements en termes de réduction de CO2 pour le changement climatique. On doit aussi contribuer vraiment à l'économie circulaire en utilisant, en ayant beaucoup de taux de matériel recyclé, par exemple de matériaux recyclés. Servir évidemment nos clients. Et le dernier qui nous intéresse aujourd'hui, être un acheteur responsable. Et pour être un acheteur responsable, il faut avoir un programme compliance et des diligences anticorruption très fortes et très robustes. Parfait. Donc ça, c'était les grands principes. Comment, en fait, ça se décline de façon plus détaillée. Vous avez les 5 piliers et le dernier, donc vraiment être un acheteur responsable que j'ai souligné avec vraiment avoir un business éthique et un programme compliance fort. Donc, comment ça va se traduire chez nous? Ça va se traduire effectivement par tout le déploiement d'un programme compliance exactement de la même façon que Pierre-Antoine nous l'a décrit, avec une cartographie des risques, un engagement fort de la direction, des formations, un outil de screening de nos tiers, s'assurer avant de contractualiser avec nos tiers qu'ils sont bien éthiques, qui ne font pas partie de la liste de sanctions, qui n'ont pas été condamnés en termes de corruption, qui ne font pas partie de pays sous embargo, ce genre de choses. Donc voilà, globalement, comment on va pouvoir déployer ce programme compliance. Ce que j'ai choisi, moi, de vous présenter aujourd'hui, parce que je vois que l'heure défile, c'est vraiment des outils pratiques et notamment le guide de bonne pratique des affaires. Le guide de bonne pratique des affaires, c'est quoi? C'est clairement le code de conduite anticorruption du groupe Legrand. En fait, vraiment, il va résumer les engagements du groupe et de l'entreprise en termes d'anticorruption. Ce guide, il est largement diffusé. Il est diffusé de toute façon tous les ans en termes au niveau de la population cible et il est disponible sur le site. Tous les nouveaux entrants vont systématiquement avoir une formation sur ce guide. Vous l'avez en lien. Et Anne-Laure, est-ce que vous pouvez cliquer sur le lien, en espérant qu'il marche? Et je vais vous montrer que c'est vraiment un outil. Parfait. Un outil qui est vraiment très pratico-pratique. Je pense que ça doit être sur peut-être un deuxième écran. Il a dû s'afficher, je pense. Anne-Laure, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Attendez, je remets mon micro. C'était juste pour montrer un exemple hyper pratique au niveau des achats, parce que donc les achats... Ah, je suis désolée. Non, c'est aucun souci, au contraire, avec plaisir. Super. Je veux bien que vous alliez directement à la page 20, s'il vous plaît. Voilà. Et par exemple, ce qui nous concerne aujourd'hui, en fait, tous les cas, si vous voulez,
possibles, enfin tous les cas dans lesquels il y a un risque de corruption, par exemple le choix des fournisseurs, c'est vraiment des cas abordés. Quelque part, on va donner des situations, des exemples de situations à risque. Et si vous allez plus en bas, par exemple, voilà, vous avez les do's et les don'ts. Par exemple, quelque part, offrir, donner, promettre, accepter, solliciter un avantage indu, participer au processus d'appel d'offres en cas de conflit d'intérêts. Ça peut être du bon sens, effectivement. Vous êtes acheteur, vous organisez un appel d'offres, bah, il est bien évident que l'entreprise de votre beau-frère, bah, soit vous n'allez pas la sélectionner, soit quelque part, vous, en tant qu'acheteur, vous allez confier la réalisation de l'appel d'offres à un de vos collègues qui n'a pas d'implication. Enfin, voilà, accepter ou offrir un cadeau, une invitation pendant un appel d'offres. Ça, c'est pareil, chez Legrand, on a une procédure cadeau et invitation avec des circonstances interdites. Par exemple, quand on est en appel d'offres avec un fournisseur, bah, on ne doit pas accepter de cadeau. Le fournisseur qui invite au restaurant pendant la négociation, pendant le processus d'appel d'offres, avant de signer un contrat, clairement, c'est une circonstance interdite. On ne doit pas accepter. En dehors de ces circonstances interdites, on peut accepter certains cadeaux, mais avec globalement des montants assez faibles, hein. Dans nos seuils, nous, on est sur des barèmes URSSAF, hein, donc à 70 € le cadeau unitaire. Bon, voilà, on n'est pas sur des choses énormes. Et comme le disait très justement Pierre-Antoine par rapport au JO chez Orange, bah non, on n'accepte pas, nous non plus, de se faire inviter à Roland-Garros par des fournisseurs. On n'invite pas non plus nos clients. Voilà, c'est des choses qui sont très importantes. Je vous ai pris l'exemple des appels d'offres, mais le guide, il fait 32 pages et vous avez pour chaque, donc c'est vraiment un lien, hein, je vous l'ai mis en lien dans la présentation. Donc, c'est vraiment des petites choses, enfin des choses du bon sens, mais des choses pratico-pratiques qui peuvent être mises en place et pas forcément dans une grosse entreprise du CAC 40 parce que je sais que autour de la table, il y a des grosses entreprises et il y a aussi des PME qui se disent bah, moi, j'ai pas les moyens d'avoir une équipe compliance, j'ai pas les ressources et concrètement, quels outils je peux avoir. Et c'est vrai qu'avec ce guide, tout simplement en rappelant des bonnes pratiques, du bon sens et en formant et en sensibilisant les populations exposées, bah, rien que ça, c'est déjà énorme en termes de pratiques anticorruption. 11h57, je suis pas mal. Écoutez, voilà, concrètement, voilà ce que j'avais moi à vous présenter aujourd'hui. Il y avait le système alerte éthique, mais Pierre-Antoine, globalement, a déjà présenté celui d'Orange. C'est une obligation liée à la loi Sapin 2. Le grand, nous aussi, on a le même. Bon, voilà, je n'ai pas d'intérêt à aller présenter ce dispositif plus en détail. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup pour ça et vraiment pour avoir consulté effectivement ce guide des bonnes pratiques. Je vous invite à le faire également, comme tu disais Gaëlle, que ce soit pour des TPE, PME ou des grandes entreprises. Il est très didactique, très pédagogique et source d'inspiration. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, ce que je vous propose, si on bien passer à la slide suivante, voilà, je vais passer la parole à Vincent Ferrero, qui est directeur général du groupe AGP, Alliance Global Procurement, et qui va pouvoir nous rappeler à chaud du coup les points qu'on peut retenir de ce webinaire, suite à quoi on prendra les questions résiduelles. Mais tout d'abord, bonjour à tous et bonjour à toutes et un grand merci aux 3 présentations qui ont été très dynamiques, très enrichissantes et surtout très très claires. Le message principal qui m'a, je pense, le plus marqué, comme j'espère la plupart d'entre vous, c'est qu'on voit qu'on soit une société type PME, comme le groupe AGP l'est, à savoir une centaine de personnes ou un grand groupe de plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers d'employés, la démarche pour mettre en place un programme de management des risques de corruption reste le même.
On a essayé de le résumer en reprenant la démarche, si je peux dire, de Laroux, qui a été présentée lors de la présentation du groupe Orange. Sur les 6 étapes clés, clairement, l'implication du management de la direction est un des piliers incontournables, que ce soit par rapport aux enjeux, soit de risque vis-à-vis d'image, mais également, on le voit très bien comme étant un élément majeur de différenciation par rapport à certains concurrents qui n'auraient pas la même dynamique et la même implication. Une organisation, et on l'a très bien vu là aussi en fonction de l'exposition internationale, en fonction de la taille de l'entreprise, bien sûr, il faut avoir à minima des relais, des référents sur ces fonctions clés que sont la compliance, que sont l'audit et la prise en compte, bien sûr, des réglementations locales et de l'impulsion de la direction par rapport à où on souhaite mettre le curseur par rapport à cette exigence à avoir vis-à-vis des employés et des tiers. L'analyse de risque et la méthodologie de l'analyse de risque, on l'a bien vu, est également indispensable. Là aussi, elle doit clairement impliquer les différents interlocuteurs et prendre en compte les spécificités où tout le monde peut être amené à un moment donné à être exposé à des risques de corruption, mais on voit bien que lorsqu'on est acheteur, lorsqu'on est commercial, lorsqu'on est responsable de fonction RH, la corruption se présente sous différents angles et c'est important de vraiment quadriller les différents métiers que compose derrière votre organisation. Et ensuite, il faut définir un cadre, il faut définir des règles. Dans certains cas, bien sûr, à minima, il est imposé par, on l'a bien vu, les réglementations des différents pays et elle doit respecter le cadre que la direction, que le top management, voire les actionnaires souhaitent définir pour, encore une fois, leurs employés et les clients et les fournisseurs avec lesquels vous interagissez. Comme souvent, c'est important de sensibiliser, de former. J'ai bien aimé ces journées ou ces demi-journées, puisque cette notion de piqûre de rappel, on est tous dans des organisations où il y a des gens qui nous rejoignent et malheureusement qui nous quittent. Donc c'est important de garder la dynamique et à minima régulièrement et la logique d'une fois par an me semble être vraiment l'indispensable pour avoir ces moments de partage, de convivialité, de débat, de faire intervenir des interlocuteurs extérieurs qui ne sont pas jugés partis, mais qui ont cette connaissance de l'état de l'art. Je trouve que c'est une très bonne pratique et c'est quelque chose que l'on essaie, nous aussi, à notre petite échelle, avec nos employés, de mettre en place. L'anonymat, c'est vrai que le mot n'a pas forcément été dit, mais il est évident dans justement vos outils d'alerte et je pense aussi un élément clé de succès pour que les gens puissent se manifester et justement faire remonter des cas ou des risques de corruption et que les actions qui en découlent soient les plus pertinentes et efficaces. Et enfin, pour que la boucle soit bouclée, c'est bien sûr important, une fois qu'on a défini le cadre, qu'on a formé, qu'on a sensibilisé, que tout le monde respecte ces règles. Et donc, on se retrouve à devoir avoir ce suivi, qu'il soit officialisé au travers d'audits, voire d'enquêtes. Et le cas échéant, on l'a vu, tout le monde doit prendre ses responsabilités et de bien définir les règles de sanctions qui seront appliquées dans le cas où il y a des écarts et des dérives. Et je terminerai peut-être par, là aussi, reboucler avec l'introduction de Laurence de Roccaserra, notre raison d'être au sens AGP. On a dit, ou j'ai dit en introduction, qu'on suivait tous le même processus, mais on voit bien notre positionnement, on essaye d'être la courroie de transmission entre, vous avez vu, plusieurs dizaines de milliers de fournisseurs, et pour certains grands groupes qu'on accompagne, plusieurs centaines de milliers de fournisseurs. On est positionné surtout sur des achats one-shot ou sur des volumes très faibles. On voit bien que pour des grands groupes, aller systématiquement accompagner ou suivre, évaluer le risque de corruption d'une société sur lequel je réalise un achat et potentiellement un achat tous les X années,
et pas forcément facile. N'empêche qu'une fois, une occasion en termes d'impact ou de notoriété, ou qu'elles soient instrumentalisées, il y a un risque qui peut être associé. À l'inverse, je disais, une structure comme la nôtre PME, de centaines de personnes, on peut se permettre encore d'avoir à minima un référent ou une personne ayant une casquette d'auditeur, une casquette pour réaliser les risques. À l'inverse, quand vous êtes une TPE ou une PME de 1, 2, 3 ou quelques salariés, comment l'appréhender, comment avoir ses relais, comment former et sensibiliser, reste quand même un problème de temps, de compétences et également d'équilibre économique. Et donc, on essaye vraiment de se positionner sur ce créneau qui est d'être le bras armé des directions achat ou compliance des grands groupes pour que vraiment le quadrillage et le fait de pouvoir suivre unitairement la totalité des fournisseurs, on puisse le réaliser. On est à votre, bien sûr, disposition pour partager les outils, les plateformes digitales qui, au travers de bases de données, au travers de questionnaires, qui sont bien sûr en totale cohérence avec vos stratégies de compliance, permettent justement de faire cette évaluation pour votre compte. Et à l'inverse, pour des sociétés PME qui auraient un cap à combler en termes de conformité, c'est également les aider dans l'implémentation, la mise en place de cette politique de conformité. Voilà, merci beaucoup encore une fois pour ces très belles présentations et j'espère qu'elles ont suscité, comme on le voit, quelques questionnements. Merci beaucoup, Vincent. Merci à tous les intervenants pour ces participations vraiment très enrichissantes. Je rajouterai simplement que pour les TPE-PME qui veulent initier une démarche anticorruption et savoir déjà identifier leurs obligations réglementaires, vous avez le portail RSE du gouvernement qui vous permet très rapidement justement d'identifier ces obligations, notamment sur les sujets anticorruption. Ce que je vous propose, alors simplement un point ou deux, et puis après on prendra les questions résiduelles. Tout d'abord, après cette matinale, vous recevrez un email. Vous recevrez un email avec le replay et un questionnaire de satisfaction pour prendre votre avis pour pouvoir progresser sur les prochaines matinales. Que vous puissiez également donner votre avis sur quels sont les thèmes pour les prochaines matinales qui vous intéresseraient et si vous souhaitez, bien sûr, être tenu informé des prochaines dates. La prochaine matinale est déjà fixée puisque c'est le 13 novembre sur l'inclusion avec des interventions de réseau et de grandes entreprises sur comment faciliter la démarche inclusion. Et bien sûr, en tant que signataire de la charte Relations fournisseurs et achats responsables, on est à l'écoute des bonnes pratiques et puis on se rend également disponible pour partager aussi nos bonnes pratiques sur ces sujets achats responsables. Donc, je vais juste, excusez-moi, voir. Oui, on va remettre effectivement la caméra, ce sera mieux. Ça s'est mis en petit. Je ne vois pas s'il y a des questions. Je ne vais pas remettre en. Non, il n'y a pas de questions. Alors, je vais me permettre simplement. Gaëlle, Gaëlle Verger, est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui, bien sûr, je suis toujours là. Parfait. J'avais une question pour vous, si vous me permettez, pour savoir comment est-ce que vous animez ces dispositifs auprès de l'externe, notamment auprès de vos fournisseurs. Est-ce que vous avez des clauses qui intègrent la mise en place de ces exigences, de dispositifs ou d'autres sortes d'animations? Ah oui, 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 bien sûr. Alors, par exemple, la plateforme de signalement signalétique, elle est dans notre code de conduite, hein, le grand fournisseur, sachant que notre code de conduite fournisseur fait partie intégrante des CGA. Et par rapport à tout ce qui va être guide de bonne pratique des affaires, étant donné que nos acheteurs sont formés et de toute façon doivent déclarer, on va dire, les cadeaux ou éventuellement repas pris avec leurs fournisseurs en dehors des circonstances interdites, bien sûr, pour lesquelles c'est proscrit. De fait, nos fournisseurs sont bien au courant et nos clients qu'on a une politique très, très restrictive à ce sujet-là. Oui.
Parfait, merci beaucoup. Je me permets une petite question pour Monsieur Badoz, si c'est possible, concernant les journées anticorruption. Elles sont ouvertes, j'imagine, à tous vos employés. Et elles prennent quel format? J'ai entendu des débats, mais les personnes peuvent venir, s'inscrivent. Il y a des retranscriptions en visio. Et est-ce qu'elles sont également, à un moment donné, ouvertes à certains de vos tiers extérieurs? Tout à fait. Alors, donc après, localement, dans les pays, l'animation est gérée par le compliance officer local avec la communication locale, et ça prend, généralement, c'est effectivement ça peut être des animations, des débats, des interventions avec des acteurs extérieurs. Je me souviens, il y a quelques années, au Burkina Faso, ils avaient fait intervenir des acteurs, le régulateur, et avec, y compris la télévision nationale, qui, au journal de 20 heures, en avait fait un extrait. Donc, c'est tout à fait impressionnant. Voilà, l'engagement d'Orange contre la corruption, ça doit être aussi tourné vers l'extérieur et les partenaires. Au siège du groupe, effectivement, c'est donc 2 après-midi de débats et de tables rondes avec des experts sur les. Alors, cette année, c'est des thématiques autour de la sécurité. Comment est-ce qu'effectivement, dans des environnements, environnements géopolitiques complexes comme aujourd'hui, on arrive à maintenir la conformité, la prévention de la corruption, alors que voilà, il y a des enjeux d'attaques cyber et autres, par exemple, et puis souvent des acteurs externes qui nous expliquent comment ils font aussi chez eux, parce que c'est important de pouvoir avoir des regards extérieurs. Donc, c'est ouvert à tous les salariés du groupe, et depuis 2 ans, on commence un peu timidement, mais on le fait, à inviter des acteurs externes également pour y assister, pour y participer. Alors, on a une toute petite présence un peu sur les réseaux sociaux. On est assez prudent parce que sur ces enjeux-là, bon, il faut faire attention à ne pas faire trop cocorico, parce que si jamais vous avez un ennui, et on n'est jamais à l'abri, voilà. Et on invite effectivement des partenaires, des fournisseurs, des clients, on commence à faire. Et puis, surtout, c'est retransmis. Et l'an dernier, on avait plus de 3000 personnes finalement qui avaient suivi en ligne. Et le chiffre est sous-estimé parce qu'en fait, on notait le nombre d'accès, et dans certains cas, c'était des retransmissions dans des salles avec plus de salariés. Donc ça commence à avoir un certain impact. Maintenant, on sait bien qu'on est tous submergés d'informations, donc ça, voilà, c'est pas parce que même on a suivi ou regardé que. Mais bon, petit à petit, on répète. Et il faut répéter sans arrêt et le refaire chaque année, et pas se contenter d'une journée par an, mais des formations. Donc, depuis 2 ans, on a 2 formations obligatoires pour tous les salariés. Une sur la cybersécurité, sécurité informatique globalement, et l'autre sur la conformité et l'éthique des affaires. Et donc, l'an dernier, c'était 95% des salariés du groupe qui ont suivi cette formation. C'est jamais 100% parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent, qui partent. Enfin, voilà. Mais 95%, c'est un chiffre assez impressionnant. Enfin, je pense. Merci. Très clair, merci beaucoup. Nous avons une question supplémentaire. Bonjour, vous avez rapidement évoqué des outils de screening de tiers. Pourriez-vous en dire davantage sur le sujet? Je pense que c'était pour toi. On l'abordait, oui, je pense à peu près tous les 3, mais on a alors donc un partenariat stratégique avec le groupe Approval, nouvellement nommé Approval, anciennement s'appelait e-attestation, où on est capable de vous fournir, on va dire, une note de maturité, ou plutôt de risque de corruption, à partir d'informations qui sont publiques ou privées, entre autres avec des bases de données d'Altares, et également
donc des algorithmes qui, en fonction d'informations on a parlé des pays qui ont plus ou moins de sensibilité à la corruption, des informations également collectées au niveau des différentes instances. Et donc, c'est une fonctionnalité qui s'appelle InDuty, et au travers également de questionnaires d'anticorruption qui reprennent les grands piliers de la loi Sapin 2, ça permet assez rapidement d'avoir justement cette notation. Donc, on a ce qu'on appelle un SRM, un Supply Chain Relationship Management, qui permet justement sur tous les fournisseurs d'avoir une note, mais surtout le rapport détaillé, le cas échéant, lorsqu'on souhaite creuser, dans le cas où la note aurait un niveau d'alerte. Et donc, on réalise ce travail d'aller accompagner les fournisseurs qui seraient, comme je disais, de petite taille dans la réponse aux questions, même si ça reste très ergonomique et assez rapide, pour justement ensuite les grands donneurs d'ordre, comme par exemple Orange ou Legrand, qui nous demanderait de réaliser ces actions, encore une fois souvent sur des faibles volumes, puisqu'on voit souvent ces grands groupes monopoliser, focaliser leurs équipes sur ce qu'on appelle les catégories d'achat stratégiques, sur des volumes importants, où c'est des choses qu'ils gèrent en règle générale en direct, mais surtout ce qu'on appelle la classe C, les achats indirects, ces achats one-shot, ou sur des volumes très faibles, souvent où ces fournisseurs ne sont pas référencés dans leur ERP. C'est AGP qui l'est, mais tout en donnant bien sûr accès à ces acteurs, et donc nous confie la même exigence qu'ils ont vis-à-vis des gros acteurs ou gros fournisseurs. Et donc on s'appuie sur ce premier screening qui est très rapide, qui permet justement d'avoir encore une fois une note. Si le client nous demande de creuser, à savoir d'avoir le rapport dans un premier temps, et ensuite d'aller vers une approche un petit peu plus audit, là c'est une deuxième étape. Et dans le cas où le fournisseur est stratégique d'un point de vue produit, d'un point de vue prestation, dans certains cas, on propose cette montée en maturité où les actions correctives, lorsque bien sûr elles peuvent être mises en place, dans certains cas, c'est plutôt à aider le client à trouver un sourcing alternatif, parce que là, il y a clairement un risque qui ne peut pas être en bon français mitigué. Très clair. Merci. Et donc là, tu parlais effectivement de la partie anticorruption. C'est le sujet du jour, mais avec la possibilité de faire évidemment ce screening sur un certain nombre de sujets. Je vais parler pour ma partie RSE, entre autres, mais pas que. Mais pour donner simplement quelques exemples, ça peut être décarbonation, la cybersécurité, on en a parlé. Donc, au-delà des approches on va dire financières, qui est d'évaluer ou de suivre les risques financiers des entreprises, et bien sûr de screener l'offre technico-économique par rapport au cahier des charges confié par les clients. Justement, on voit de plus en plus de demandes de ces grands donneurs d'ordre pour qu'on aille screener avec le même outil, avec bien sûr des questionnaires différents, des bases de données bien sûr différentes. Pour la cybersécurité, on s'appuie sur bien sûr les grandes lignes directrices de l'ANSSI, sur les lignes fondatrices de la 27001, sur la RSE et la décarbonation. Là aussi, même s'il n'y a pas aujourd'hui de standard pour le moment, mais incessamment sous peu, on reprend les différents piliers que vous avez présentés dans vos présentations respectives pour de la CSG au sens large, où on aborde aussi bien des sujets sociaux, sociétaux, environnementaux. Et donc, on a la même approche avec des questionnaires et avec la collecte d'informations publiques et privées au travers de cet outil qui est totalement interconnecté avec notre SRM et, pour boucler la boucle, souvent interconnecté avec les ERP de nos clients, puisqu'on peut, le cas échéant, pour aller au but du but, l'acheteur qui souhaiterait passer une commande au sein d'une structure fournisseur qui aurait un risque trop élevé, quel qu'il soit, ou un impact environnemental trop élevé, ou un risque de cyber. Là, c'est vous qui définissez bien sûr le niveau
minimum attendu, on bloque dans l'ERP la possibilité de passer la commande chez ce fournisseur. Donc, on est capable d'aller assez loin également sur l'interconnectivité et les API de nos différents outils. On arrive au terme du webinaire. Je crois qu'il y a une dernière question. Est-ce que tu as la possibilité de répondre rapidement à Isabelle Passico qui nous demande, pour les évaluations des tiers fournisseurs, est-ce que vous ciblez les soumissionnaires ou bien limitez-vous l'évaluation aux attributaires des marchés? Alors, si c'est pour nous, là, ça dépend vraiment, encore une fois, des clients. On est positionné aussi bien sur des clients publics, semi-publics, semi-privés ou des grands groupes industriels. Quand même plutôt une exposition aux 80% de notre business plutôt pour des industriels. Donc, quand je disais, on est le bras armé des directions achats ou compliance, puisqu'on a vu sur ces 10 dernières années quand même une forte évolution du cahier des charges que l'on recevait, qui était très axé économique, avec les acheteurs bien sûr techniques par rapport aux prescripteurs, mais maintenant de plus en plus de participation des services compliance, des services DSI sur les sujets de cybersécurité. Et donc là, on définit quels critères nous devons suivre. Et ensuite, sur le minimum requis, là, c'est le client, bien sûr, qui définit la marche à suivre. Et ensuite, aujourd'hui, chez certains clients, ils nous demandent de screener 100% de leur scope 3. Et sur les catégories d'achat classés, donc on est vraiment focalisé majoritairement sur ces achats one-shot, où s'ils mettent un curseur en disant « je ne focalise que sur une taille intermédiaire », là on suit un peu cette réglementation. Ça, c'est par rapport aux clients. Ensuite, vous êtes tout à fait libre et on sera à votre disposition. Si vous voulez avoir, vous, déjà une image, une scoring card de votre entreprise pour justement savoir comment vous vous positionnez par rapport au cahier des charges, puisque maintenant, depuis 20 ans, on a quand même collecté énormément d'attentes de clients, on est capable justement de réaliser ce diagnostic et vous communiquer, sans bien sûr vous communiquer le nom des clients, mais si vous êtes plutôt capable de répondre à 80, 50 ou 10% des demandes que l'on reçoit de ces clients en fonction justement d'une maturité qui serait peut-être pas suffisante. Très clair. Merci beaucoup, Vincent. Je tiens à remercier encore une fois nos intervenants, Nathalie Paillon de l'Obstar, Madame Verger de Legrand et Monsieur Badoz d'Orange pour ces témoignages passionnants. On vous transmet la présentation également, donc vous aurez tous les liens pour aller consulter les documents. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup.